Bienvenue à l'échange. Moins d'un an après avoir soulevé la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain semble déjà être redescendu de son nuage. On voit des défaites inquiétantes, une infirmerie qui ne désemplit pas, des stars qui sont méconnaissables. Le champion d'Europe traverse une vraie zone de turbulence. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors la question qu'on se pose, c'est la suivante. 7 mauvaises passes, est-ce que c'est le signe d'une régression d'un club qui au fond n'a pas su capitaliser sur son triomphe historique, ou bien est-ce que c'est simplement une phase de consolidation, un passage obligé et même sain pour un projet qui se construit sur le long terme? C'est tout l'enjeu de notre discussion aujourd'hui, oui. De mon côté, je soutiendrais que le PSG, par une stratégie que je trouve frileuse et un manque d'ambition assez criant, prend le risque de voir son titre européen rester un exploit sans lendemain. Et moi, je défendrais la position inverse. Je pense que le club fait preuve d'une maturité nouvelle en privilégiant une construction durable et que les difficultés actuelles ne sont que les soubresauts logiques d'un projet beaucoup plus grand qu'une seule saison. Pour moi, le constat est clair et il est même alarmant. On a ce sentiment terrible d'un retour à la case départ. Je veux dire, on a gagné le plus grand des trophées et pourtant tous les discours tournent encore autour de la construction du projet. Un champion d'Europe ne construit plus, il confirme. Or, les résultats sont indignes de ce statut. La défaite contre un Monaco en pleine crise, l'humiliation en Coupe de France face au Paris FC, les points perdus en Europe contre Bilbao et le Sporting. Ce n'est pas un bilan, ça, c'est un avertissement. Et le symbole le plus flagrant de ce manque d'audace, c'est le mercato. Après un titre pareil, on attend des renforts de poids, des joueurs qui élèvent immédiatement le niveau. Et on a eu quoi ? Un gardien remplaçant et un défenseur central l'été dernier. Et cet hiver, le très jeune Dro Fernandez. C'est un espoir, d'accord, mais pas le joueur qui va faire passer un cap à l'équipe. On est en train de laisser passer une chance unique de s'installer au sommet. J'ai peur que ce titre ne devienne qu'une anomalie enchantée, quoi. Une belle histoire, mais pas le début d'une dynastie. Je comprends cette impatience, elle est légitime après une telle victoire. Mais je pense que c'est une lecture à court terme, une lecture presque prisonnière de l'émotion du titre. Justement, ce sacre est arrivé plus vite que prévu. Personne, au sein même du club, n'avait programmé une victoire en Ligue des Champions aussitôt dans le projet de Luis Enrique. Alors la direction a le choix. Soit elle cède à l'euphorie, elle surpaie des stars pour confirmer et on retombe dans les travers du FC Hollywood, soit elle garde la tête froide. Et c'est ce qu'elle fait. La stratégie actuelle, elle est saine. On maîtrise la masse salariale, on le voit bien avec le dossier Dembélé où le club a refusé de céder à la surenchère. On bâtit sur le long terme en intégrant des jeunes à fort potentiel comme Fernandez, un recrutement que tous les spécialistes qualifient de 10 sur 10 pour l'avenir. Et surtout, on ne peut pas faire l'impasse sur le contexte. Cette équipe est à bout de souffle. La saison dernière a été folle. Ils n'ont eu aucune coupure. Ils ont enchaîné directement avec le mondial des clubs. Le résultat, il est là. Une fatigue mentale et physique immense et une cascade de blessures qui a décimé l'effectif. Dembélé, Hakimi, Marquinhos, Neves, enfin, tous les cadres y sont passés. Dans ces conditions, exiger la perfection, c'est non seulement irréaliste, mais c'est aussi injuste. La sagesse, aujourd'hui, c'est la patience. La patience a ses limites, surtout quand on est au sommet. Vous parlez du recrutement de Dro Fernandez comme d'un coup 10 sur 10 pour l'avenir. Je suis d'accord sur le potentiel, mais le football de haut niveau, ça se joue au présent. Un champion d'Europe doit se renforcer avec des joueurs d'impact immédiat. Où est le milieu de terrain capable de faire souffler Vitinha sans que le niveau de l'équipe ne s'effondre? Où est l'attaquant qui peut réellement concurrencer le trio de devant et apporter une autre solution? Cette prudence, ça me fait terriblement penser à une forme de piège stratégique que j'appellerais le piège du développement. C'est ce qu'a vécu Arsenal sous Wenger pendant des années. Un club tellement focalisé sur son processus, sur le beau jeu, sur le potentiel de ses jeunes, qu'il en a oublié le pragmatisme nécessaire pour gagner maintenant. Arsenal a perfectionné cet art de presque gagner pendant une décennie. Et j'ai l'impression que le PSG montre les premiers symptômes de cette maladie. La comparaison avec Arsenal est intéressante, mais je pense qu'elle est inexacte. Arsenal n'avait pas les moyens financiers de ses ambitions. Le PSG les a, mais il choisit de ne pas les utiliser de manière irréfléchie. C'est une nuance fondamentale. Ce n'est pas un manque d'ambition, c'est une nouvelle forme d'intelligence structurelle. Pourquoi aller chercher un milieu expérimenté à 80 millions quand on a un Zaïre Emery qui crève l'écran et qui devient une option plus que crédible au plus haut niveau? L'utiliser en défense quand il y a des blessures, ce n'est pas du bricolage. C'est un signe de confiance immense en sa polyvalence. La rigueur budgétaire, c'est la garantie de la pérennité. On évite de créer un vestiaire à deux vitesses, on construit une culture collective, on bâtit une équipe qui grandit ensemble.
N'est-ce pas justement ce qu'on a reproché au PSG pendant des années? D'être une collection de mercenaires? Aujourd'hui qu'ils construisent une âme, on leur reproche un manque d'ambition. C'est un peu paradoxal, non? Je comprends l'idée de l'âme collective, mais elle a ses limites. Prenons un cas concret. Vous vous appuyez beaucoup sur Zahir Emery, mais imaginez une seconde que Vitinha se blesse pour 1 mois en plein printemps européen. Qui prend les clés du jeu? Fabian Ruiz, qui est à des années-lumière de son niveau de la saison dernière? Kangin Lee, qui est talentueux mais encore tendre? On parle de jouer un quart ou une demi de Ligue des Champions, pas un match de championnat en janvier. La profondeur de l'effectif, la vraie, celle qui permet de pallier les coups durs, elle n'est pas là. Et ça nous amène directement en performance individuelle. Vous parlez de collectif, mais l'an dernier, ce collectif était porté par des individualités en état de grâce. On avait un Dembélé magique, un Vitinha qui jouait comme Pirlo. Regardons aujourd'hui, qui est à ce niveau stratosphérique? C'est un argument juste, la baisse de niveau de certains cadres est indéniable. Mais encore une fois, comment l'isoler du contexte physique et mental? Mais ce n'est pas qu'une question physique. Dembélé est redevenu ce joueur génial mais terriblement intermittent qu'on connaissait. Barcola, malgré toute son énergie, a toujours une même carence en finition. Doué, qu'on a vu si prometteur en finale, semble avoir du mal à confirmer. Et collectivement, l'équipe donne l'impression de s'endormir dès qu'elle marque, de gérer au lieu de tuer le match. C'est un problème de niveau global, une forme d'usure qui n'est pas seulement physique, mais aussi technique et mentale. Je me souviens de l'état de grâce de Dembélé l'an dernier, et quand je le vois aujourd'hui, la différence est saisissante. J'ai l'impression qu'une flamme s'est éteinte, et ce n'est pas juste une affaire de courbature. L'argument physique est pourtant central, on ne peut pas en faire abstraction. Exiger d'un Dembélé qui a tiré sur son corps comme jamais, d'être au même niveau après une préparation tronquée et des petites blessures, c'est nier la réalité biologique du sport de haut niveau. Sa baisse de régime est conjoncturelle. Et pendant que vous pointez du doigt ceux qui sont en difficulté, vous omettez de parler de ceux qui continuent leur progression. Prenez Joao Neves, il a complètement passé un cap cette saison. Il n'est plus seulement ce milieu récupérateur, il se projette, il marque, il est devenu un leader technique. C'est la preuve la plus éclatante que le travail de fond de Luis Enrique porte ses fruits, même dans l'adversité. Si le projet était en régression, on ne verrait pas de telle progression. On ne peut pas avoir une vision aussi binaire de la situation. Le discours ambiant a perdu de son mordant. Quand j'entends l'entraîneur, avant un match décisif de poule en Ligue des Champions, déclarer que finir deuxième et jouer les barrages ne serait pas un problème, je trouve ça lunaire, absolument lunaire. Où est la mentalité de champion? Où est cette culture de la gagne impitoyable? On a l'impression que le club, les joueurs, après avoir atteint leur objectif suprême, n'ont plus la dalle. C'est un danger mortel. Gagner une Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous un géant historique. Hambourg l'a gagné. Ce qui fait le Real ou le Bayern, c'est la capacité à la regagner. C'est cette exigence de tous les instants. Et ce discours, c'est l'antithèse de ça. Ah, je vois les choses d'une manière totalement différente. Ce n'est pas de la complaisance, c'est du pragmatisme et de la protection. Luis Enrique est un manager intelligent. Il sait parfaitement que son effectif est au bord de la rupture. Que doit-il faire? Leur mettre une pression médiatique démesurée? Ce serait le meilleur moyen de les faire craquer. Au contraire, il dédramatise publiquement pour protéger son groupe, pour enlever du poids de leurs épaules. Mais croyez-moi, en interne, l'exigence est maximale. On le voit dans la fidélité au principe de jeu, même quand ça ne va pas. On ne panique pas. C'est ça la vraie force mentale. Le club sait qu'il faut du temps pour installer une hégémonie. Précipiter les choses serait la pire des erreurs. C'est une gestion intelligente de l'humain. Du pragmatisme ou une banalisation de la contre-performance. Est-ce qu'un entraîneur de Real Madrid tiendrait ce discours publiquement? Jamais. Parce que ça envoie un message. Le message que la deuxième place est une option acceptable. Pour un champion en titre, ça ne devrait jamais l'être. On parle de construire une institution, mais une institution se bâtit aussi sur des symboles, sur une intransigeance affichée. J'ai peur que cette communication protectrice soit en réalité une culture de l'excuse qui s'installe. Ou alors, c'est une nouvelle façon de manager, plus moderne. Moins dans la pression à l'ancienne. Une manière de construire la résilience sur le long terme plutôt que de chercher la performance maximale à court terme au risque de tout faire exploser. Le temps dira qui a raison, mais qualifier cela de manque d'ambition me semble être une erreur d'analyse. C'est une ambition différente, plus patiente. Au final, je reste convaincu que le Paris Saint-Germain est en train de gâcher un élan exceptionnel. Ce titre devait être une rampe de lancement et ressemble de plus en plus à un pic isolé. En manquant d'audace sur le mercato et en affichant une exigence que je trouve en baisse, le club prend le risque immense de ne pas s'installer durablement au sommet.
Et je maintiens que le club fait preuve d'une grande maturité, précisément le contraire de ce qu'on lui a reproché pendant des années. Il résiste à la tentation de la dépense facile pour bâtir un projet sur des fondations solides, une identité de jeu, des jeunes talents et une gestion saine. Les difficultés actuelles ne sont pas le symptôme d'une maladie, mais les douleurs de croissance d'un projet qui regarde loin devant. Le PSG est donc bien à la croisée des chemins. Faut-il voir dans cette saison une simple et nécessaire phase de transition ou les premiers signes d'un déclin post-euphorie ? Seul l'avenir nous dira si la prudence actuelle était une faiblesse ou une force. La discussion en tout cas reste ouverte et les matériaux analysés ne manqueront pas dans les mois à venir.